Bonjour et bienvenue sur cette chaîne consacrée aux règles solo des jeux de société. Ici, vous trouverez des explications claires et synthétiques pour vous aider à rejouer facilement à vos jeux, même après une longue pause. Il est donc préférable d'avoir déjà joué au jeu, car je ne rentrerai pas dans les détails lors de mes vidéos, mais juste le nécessaire pour pouvoir rejouer le plus rapidement possible. En plus des vidéos, je mets également à votre disposition un site web et une application Android que j'ai développé pour vous permettre des mises en place rapides, en plus de vous fournir des aides de jeu. Aujourd'hui, nous allons voir Civolution avec son mode solo. Le site web et l'application ont été mis à jour. Vous pouvez dès maintenant retrouver l'aide de jeu et l'aide de mise en place pour Civolution en mode solo. Pour cette partie d'exemple, je serai les bleus et l'automa qui s'appelle Civ-A sera les rouges. La carte puce de départ que j'ai eue pour cette partie m'augmente de 1 le niveau en sagacité. Et ma puce succès de départ, c'est celle-ci. Pour rappel, le jeu se joue sur 4 aires de 8 phases. Les 8 phases sont détaillées ici. On va tous les voir une par une. C'est parti pour la phase numéro 1. Joueur, révélez la première carte de la pioche événement. Ensuite, révélez la première carte des 5 pioches recherche. La pioche événement se trouve ici. Je tourne la carte. Et pour l'instant, il n'y a pas d'effet. On sait juste que la météo va augmenter de 2 cases lors de la phase 7. Ensuite, la phase 1 nous dit de révéler la première carte de chaque pioche recherche. Pour cette phase, Civ-A ne fait rien. On passe donc à la phase 2. Je bouge le curseur de phase vers la nouvelle phase. Alors, pour la phase 2, dans l'ordre, chaque civilisation peut choisir une puce succès depuis l'emplacement des puces succès et la place face visible dans la zone de succès de sa console. Rechargez les cases vides à l'aide du sac bleu foncé en fin de phase. Les puces succès sont ici. Je choisis de prendre celle-là et je la mets ici. Alors, c'est moi qui ai pris la puce en premier puisque j'ai le monolithe du premier joueur. Ensuite, pour Civ-A, lancez un DD de Civ-A. Retirez la puce 1, celle du haut, 2, la deuxième en partant du haut, etc. Je lance un dé, 5. Et donc si je fais un 5 ou un 6, ou si la case est vide, Civ-A ne retire aucune puce succès. Rangez les puces retirées dans la boîte de jeu. Donc finalement, il en prend qu'une, et j'en repioche une pour compléter celle que j'ai prise. On passe maintenant à la phase 3. Trouvailles supplémentaires. Dans l'ordre, chaque civilisation fait une trouvaille supplémentaire en choisissant un territoire terrestre sur lequel elle a au moins une tribu. Placez un marqueur de votre réserve sur l'une des 3 cases stockage de votre console qui correspond au type de territoire choisi. Alors au début, on est sur une plaine et sur une forêt. Ça signifie que j'ai le droit de choisir n'importe quelle ressource de la forêt ou n'importe quelle ressource de la prairie. Et donc, par exemple, si je choisis du bois, je prends un de mes marqueurs et je pose ici. Pour la phase 3, Civ-A ne fait rien. On passe alors à la phase principale qui est la phase d'action. À partir d'ici, on va alterner des actions entre moi et Civ-A. C'est moi qui vais commencer puisque j'ai le monolithe du premier joueur. Alors, on va voir quel type d'action il est possible de faire dans cette phase. On va pouvoir activer un module ou faire une réinitialisation. Ici, on peut voir tous les modules disponibles. Chaque module contient une ou plusieurs actions. Nous n'allons pas voir l'action de chaque module, mais il faut savoir que dans l'aide de jeu officielle, on peut retrouver la liste de toutes les actions de chaque module. Pour les modules un peu plus complexes, comme par exemple le module construction, j'ai mis le détail des différentes constructions possibles dans mon aide de jeu. Par contre, pour le module recherche par exemple, rien d'autre de spécial dans ce module, c'est-à-dire que vous trouverez déjà toutes les informations nécessaires pour utiliser ce module dans l'aide de jeu officielle. Donc j'ai vraiment mis dans mon aide de jeu les informations qu'on ne retrouvera pas dans ce livret-là. Alors ici nous avons des dés, chaque dé va nous permettre d'activer nos modules. Par exemple, si je veux activer le module activité, il me faut un 2 et un 3. Je prends un 2 et un 3 de ma réserve, je les sors de mon plateau et j'active cette action. Si je continue dans cet exemple, l'action me permet d'activer une icône activité. De base, sur notre plateau, on a une icône ici qui peut être activée. C'est écrit que si je dépense un or, je monte de 1 sur n'importe quelle piste de la piste de progrès, qu'on va voir juste après. Les dés peuvent donc être utilisés pour activer un des modules, mais peuvent aussi servir à acquérir une nouvelle caractéristique. Vous en avez 6 en bas, l'endurance, l'intelligence, la sérénité, la dextérité, l'éloquence et la vue. Chaque caractéristique demande une paire de dés de même valeur. Mais là, en début de partie, j'en ai pas. Par contre, je pourrais utiliser un marqueur ID pour bouger la valeur de 1, comme décrit ici, de plus 1 ou moins 1 l'un de mes dés. Si je rajoute 1 à 6, ça devient 1, et si j'enlève 1 à ce D1, ça devient 6. Imaginons que je veuille 1 en sérénité. J'ai déjà un 3. J'augmente grâce à un marqueur mon D de 2 que je transforme en 3. Ça me permet d'augmenter la caractéristique sérénité de 1. Et ça compte comme une action. Les marqueurs ID peuvent être utilisés aussi bien pour les dés blancs que les dés roses. On va voir leur utilité juste après. Donc à n'importe quel jet de dés, je peux utiliser
ces marqueurs ID pour mettre +1 ou -1 à mes jets. Sinon, on a aussi le marqueur concentration que je peux utiliser à tout moment pour placer dans une réserve de dés. Si je le place par exemple dans la réserve des 2, il comptera comme un dé de valeur 2. Et ce marqueur pourra aussi être modifié par un marqueur ID pour modifier sa valeur de +1 ou -1 si besoin. Donc là, nous avons vu comment activer un module. On va maintenant voir comment faire une réinitialisation. Au bout de plusieurs activations de modules, j'aurai de moins en moins de dés. À partir du moment où je n'ai plus que 3 dés ou moins en réserve, je peux lancer ce qu'on appelle une réinitialisation. Pour faire une réinitialisation, on a juste à suivre les étapes ici. Je prends le premier marqueur, je le descends de 1 pour exécuter l'étape A, qui me dit d'avancer le curseur des actions. J'avance donc de 1 sur cette piste. Et c'est donc grâce à une succession de réinitialisation que cette phase d'action va avancer, jusqu'à avancer à cette case-là pour le jeu en solo. Et à partir du moment où le curseur atteint cette case-là, on rejoue une dernière manche et la phase d'action est finie. Je continue ma réinitialisation en passant mon curseur sur B, qui me dit de relancer les dés que je veux. Alors si j'avais gardé un dé ici et que j'avais lancé une réinitialisation, j'aurais pu choisir de soit laisser ce dé ici, soit le prendre et le relancer avec tous ceux que j'ai déjà utilisés. Ensuite, vous replacez les dés dans leur réserve, en fonction de leur valeur. Vous passez votre marqueur réinitialisation à l'étape C, ici. L'étape C indique que je peux prendre le marqueur qui est ici et le mettre soit en tant que nouveau marqueur ID, soit comme nouveau marqueur nourriture. Les marqueurs nourriture se trouvent ici. Et voilà, nous venons d'effectuer une réinitialisation. Il peut arriver, dans de rares cas, que vous ayez besoin de faire plus que 4 réinitialisations. Dans ce cas-là, vous continuez de faire les 3 étapes et vous prenez un nouveau marqueur de la réserve pour le mettre à la fin, soit en tant que marqueur ID, soit en tant que nourriture. Donc le fait qu'il n'y ait plus de marqueur sur les pistes n'est pas handicapant. Alors avant de commencer réellement cette phase d'action, on va voir comment fonctionnent les stades et comment tirer des points de victoire en fin de partie. Lors de la mise en place, vous commencez avec 5 cartes en main. Ces cartes-là peuvent être placées ici pour compléter ce qu'on appelle les stades. On peut monter comme ça jusqu'à 5 stades, même 6 ou 7, mais ça ne rapportera aucun point de victoire. Alors comment fait-on pour jouer ces cartes ? C'est simple, pour chacun des 5 modules qu'on voit ici, on peut soit faire la première action, ou la deuxième qui est de placer une carte depuis votre main. On va prendre l'exemple de cette carte-là, qui est de type verte, mutation, donc jouée grâce à ce module-là. Ici, vous pouvez voir 5 colonnes. Chaque colonne correspond à un stade. C'est-à-dire que pour le stade 1, qui est ici, je vais devoir avoir au moins 3 en intelligence. Intelligence qui se trouve ici. Mais attention, ça ne veut pas dire dépenser 3, c'est juste vraiment avoir 3 d'intelligence en réserve. Contrairement par exemple à cette carte-là, ici, il va falloir payer des ressources pour pouvoir placer cette carte. Et ici, on peut voir la différence entre payer un coup et avoir en réserve. Alors, si j'avais pu mettre cette carte en jeu, donc avec 3 d'intelligence, j'aurais choisi un stade, parce que je peux très bien le mettre ici dans le stade 2, ou commencer dans le stade 3. L'emplacement où vous mettez votre carte va influencer sur la suite du jeu. Puisqu'il y a une restriction ici, c'est que si je place ma carte ici, toutes les autres cartes de type mutation verte devront être au-dessus. Bien évidemment, pour compléter tout le stade 2, il va falloir que je complète le 1 avant. Je n'ai pas le droit de mettre des cartes directement au stade 2, si au stade 1 en dessous, il n'y a rien. Mais par contre, le seul moyen de mettre une carte directement dans le deuxième stade, c'est soit ici, soit à cet emplacement-là. Vous pouvez voir ici que pour le décompte final, vous allez avoir 2 points de victoire pour chaque emplacement de ce stade qui est rempli. Pour le stade 2, c'est 3 pour chaque, ensuite 4, ensuite 7 et ensuite 10. Par contre, on peut voir que le stade 4 et 5 sont verrouillés. Bien évidemment, quand une carte est insérée dans un stade, s'il y a un effet ici, il est exécuté. Ici, on a, chaque fois que vous faites une réinitialisation, vous pouvez modifier un de vos dés d'activation sur la valeur de votre choix. Par exemple, pour cette carte bleue, on n'a pas d'action continue, mais on a une action immédiate. Ça signifie qu'au placement, je vais monter de 3 sur cette piste-là et cette piste-là. Et on a le petit symbole éclair pour nous rappeler que c'est un bonus immédiat. Et donc, imaginons que j'ai ces 2 cartes en main et que j'arrive à les placer grâce à 2 actions. Lors de ma première action, comme on a dit, pour la placer dans le stade 1, il faut que j'ai 3 d'intelligence. Par contre, le stade 2 ne me demande rien. Mais attention, je ne peux pas le mettre directement dans le stade 2 ici, et ne rien payer. En fait, à chaque fois qu'on le met dans un stade supérieur, il faut payer les prérequis des stades inférieurs. Si je remets cette carte ici, et que plus tard je rejoue une deuxième carte, il va falloir que j'ai ça et ça en réserve. Sachant qu'ici, dans notre cas, c'est cumulatif. C'est-à-dire qu'il va me falloir 3 de sérénité pour pouvoir le mettre au stade 2. Et si un peu plus tard, j'obtiens cette carte, ici on regarde le stade 3, puisque de toute façon, comme on a dit tout à l'heure, cette carte verte ne peut aller que ici.
je vais devoir avoir 1 de sérénité et 2 d'intelligence avant de pouvoir mettre ma carte au stade numéro 3, et ainsi de suite. Alors, on a vu les bonus accordés dans le décompte final, mais on a aussi des bonus immédiats en cas de remplissage d'un stade. Si je remplis mon premier stade, j'obtiens le bonus immédiat qui est ici. Donc ici, c'est une puce revenu. Et on va tout de suite parler des 3 types de puces différentes qui vont pouvoir venir se mettre en plus des cartes. Alors, comme on a vu tout à l'heure, il existe des puces succès, des puces revenus, et des puces attributs. Pour acquérir une puce succès, on peut par exemple exécuter le module planification qui permet de valider un succès. Par exemple, cette puce succès a un prérequis, c'est de dépenser un bois. C'est-à-dire qu'en utilisant planification pour cet effet-là, je dois dépenser un bois pour acquérir cette puce succès. Alors les puces succès fonctionnent comme pour les cartes. Dès que vous avez choisi une colonne, vous ne pouvez pas mettre des puces succès sur d'autres colonnes. Une puce succès ne peut pas être mise sur une carte. Je peux la mettre par exemple ici, et je pourrais en mettre d'autres par-dessus. Un emplacement comme ceci peut accueillir 2 puces. Pour ce qui est d'une puce attribut, même chose, je dois choisir une colonne où mettre la première, et les futures puces attributs iront par-dessus forcément. Après, nous avons également les puces revenus, qui est le 3e et dernier type de puce. La particularité ici, c'est que celle-là n'a pas de restriction de placement. C'est-à-dire que je peux très bien le mettre par-dessus les cartes ou par-dessus d'autres puces. Par contre, dans le cas des puces succès, il faut qu'il y en ait 2 juste en dessous. Je ne peux pas mettre de puces revenus si l'une des cases d'en dessous est vide. Ils sont obligés d'être remplis. Et donc si j'ai une autre puce revenue, je peux très bien la mettre ici. Pour accueillir une de ces fameuses puces revenues, vous avez par exemple ce genre de bonus-là. Comme on a vu tout à l'heure, il faut remplir toute la ligne ici pour avoir accès à une tuile puce revenue. Les puces revenues disponibles sont dans cette partie-là du plateau. Ici, on retrouve les puces attributs. On a vu comment obtenir une puce succès et une puce revenu. Il ne reste plus qu'à voir comment obtenir une puce attribut. C'est simple, et c'est écrit aussi ici, obtenable à tout moment lors de votre tour. Donc, lors de mon tour, je regarde si je remplis ces conditions-là, et si c'est le cas, je peux prendre cette tuile. Et je peux comme ça prendre plusieurs fois lors de mon tour. Si j'ai trop en vue, je peux décider de prendre cette tuile et de dépenser un de mes marqueurs vus pour pouvoir la placer cette tuile sur mon plateau. Et bien sûr, à chaque fois qu'une tuile attribut est prise, elle est remplacée par une autre depuis le sac jaune. Pour ce qui est des modules, vous avez remarqué qu'il y a 3 niveaux. Niveau 1, 2, et si j'enlève cette tuile, on a le niveau 3 ici qui apparaît. Il ne reste plus qu'à voir à quoi servent les dés roses. En prenant un exemple sur un module, on a le module production qui nous permet de produire 2 et de lancer vos dés roses pour essayer d'obtenir cette action-là. Et donc c'est ce qu'on appelle la faveur d'Agera. Pour réussir une faveur, il va falloir avoir le score indiqué ici. Notre compteur au début commence sur le 1. Ça signifie qu'en lançant le dé, il me faut un score de 1 pour réussir la faveur. Plus tard dans le jeu, vous progresserez sur cette piste, ce qui vous permettra d'avoir la faveur plus facilement. Par exemple, si mon marqueur est ici, lors d'un jet de dé, pour le réussir, il va falloir que je fasse de 1 à 3, ici de 1 à 4, etc. Sachant que si mon marqueur arrive en fin de piste, mon test est automatiquement réussi. Nous allons maintenant commencer la phase d'action pour que vous puissiez voir comment Siva fonctionne. Ma première action va être procréation. J'utilise un 2 et un 5 de ma réserve. Procréation, niveau 1. Gagnez une tribu de votre réserve en la plaçant debout dans un campement libre ou occupé dans un de vos territoires. Si vous n'avez pas de territoire, alors n'importe où sur le continent. Si cette tribu déplace une autre tribu de son campement vers les terres sauvages, placez votre nouvelle tribu en position vulnérable. Je prends donc une tribu et je la place sur un de mes territoires. Alors mes territoires sont les territoires où j'ai au moins une tribu. Je vais le mettre ici, et comme il y a un point de victoire sur ce campement, je l'obtiens tout de suite. Mon action est terminée, c'est maintenant à Siva. Siva, c'est simple, elle pioche une carte de son deck, et en fonction de la difficulté que vous choisissez, vous exécutez l'action. Donc ici, c'est un jet de dés qu'il va falloir faire pour lui. 6. Donc là, il fait une procréation et une migration. Alors, dans mon aide de jeu, vous pouvez retrouver ces actions. Je les ai classées en 2 catégories, actions simples et actions avancées. Là, on a 2 actions avancées, la procréation et la migration. Ce que j'appelle actions avancées, c'est les actions qui nécessitent d'identifier le territoire. Vous voyez ici, les 5 types d'actions restants nécessitent toujours d'identifier le territoire dans lequel l'action sera réalisée. Alors, on a dit procréation. Commencez par définir le territoire. Pour définir le territoire, on peut lire ce qui se passe ici. Identifier le territoire. Consultez la condition prioritaire indiquée sur la carte de mise en place de cette action. Si cela vous laisse un seul territoire possible, utilisez-le. Alors, si on lit ici, la condition prioritaire pour ce territoire est que Siva est au moins une tribu dans ce territoire et qu'il y ait au moins un campement libre. Et la condition minimale pour ce territoire est que Siva est au moins une tribu dans ce territoire. Alors, si on regarde le plateau, ici, il n'y a plus de campement vide, il y a un campement vide que ici. Donc là, il n'y a pas de question à se poser. Il place directement sa tribu ici. Et il gagne le point de victoire dû au campement.
Ensuite, utiliser le tableau de priorité sur les cartes de mise en place pour identifier le campement. Donc là, il n'y a pas besoin. De toute façon, si on regarde la carte des priorités au niveau des campements, il prend toujours un campement libre avec un feu en priorité. Et ensuite, 3, pour ce qui est de la procréation, vérifier si tous les campements sur tous les territoires dans lesquels Siva possède des tribus sont uniquement occupés par ses propres tribus. Et là, donc, c'est pas le cas. Ensuite, je passe à sa deuxième action indiquée sur la carte, c'est la migration. Vérifier si Siva possède sur un des territoires au moins 2 tribus, dont une robuste. Dans le cas contraire, réalisez d'abord une procréation pour Siva avant de passer l'étape 2. Alors, on n'a pas parlé d'une tribu affaiblie et robuste. Les tribus robustes, c'est tout simplement ceux qui se tiennent debout, et les affaiblis, c'est ceux qui sont couchés. Et donc vous verrez qu'une tribu robuste peut devenir affaiblie si on ne la nourrit pas, ou si elle chasse une autre tribu. Alors pour le moment, donc on nous a demandé s'il y a au moins 2 tribus dont une robuste sur un territoire. Oui, ici dans cette prairie, il a 2 tribus robustes. Identifier le territoire de départ. Selon les règles établies, la condition prioritaire pour ce territoire est que Siva ait au moins 2 tribus dans ce territoire dont un robuste, donc on vient de l'identifier. Identifier le territoire d'arrivée, territoire Y. La condition prioritaire pour ce territoire est qu'il y ait un territoire adjacent au territoire X. Toutefois, parmi ces territoires, seuls ceux où Siva a le moins de tribus sont en fait sélectionnables. Alors ici, il va y avoir plusieurs choix. Le marais ici, le désert ici ou là, et la prairie ici. Comme on a plus d'un choix, va falloir lancer une définition du territoire. Alors consultez la condition prioritaire, on l'a fait. Si plusieurs territoires remplissent la condition prioritaire, donc c'est le cas, faites une sélection du territoire pour identifier quel est le territoire sélectionnable à utiliser. Et pour faire une sélection du territoire, il faut lancer un dé de Siva. Donc je le lance tout de suite. 6. Je regarde sur sa carte des territoires, le 6 correspond au désert. Mais pas de chance, ça nous laisse encore 2 choix. Donc quand ça arrive, pour déterminer dans quel désert il va aller, je relance une fois le dé, 4, et là je regarde en dessous. On voit qu'on a des petites balises, donc le cadre correspond à un dessin de 2 balises. Donc je regarde simplement si un des 2 déserts a ces 2 balises. Donc ici j'en ai 3, et ici j'en ai 2. Ça veut dire qu'il va migrer dans ces territoires-là. Maintenant que le territoire est défini, on va aller identifier la tribu de Siva qui va migrer. Donc, la tribu qui va migrer, c'est celle en priorité qui sera dans une terre sauvage. Donc, on va voir juste après ce que c'est une terre sauvage, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Ensuite, il va prendre depuis un campement avec un feu. Donc, effectivement, il a quelqu'un dans un campement avec un feu, donc c'est lui qui va en priorité migrer. Et il migre tout de suite vers le désert et se place directement dans le campement avec un feu, comme on a vu tout à l'heure dans les priorités. Et il prend directement 2 points de victoire, puisque le feu indique un +2. Donc là, vous avez vu, je pense, la pire des actions de Siva, c'est-à-dire la plus longue, là où il faut un peu réfléchir. Et du coup, dans mon aide de jeu, j'ai fait des diagrammes pour chaque action que j'ai appelée action avancée, et qui permettent d'aller plus vite que de lire à chaque fois les conditions à appliquer. Alors, si on refait la migration qu'on vient de faire, territoire avec au moins 2 tribus dont une robuste. Une seule option. Donc oui, on n'avait qu'une seule option, avec un territoire avec 2 tribus. Ensuite, on détermine le territoire d'arrivée adjacent avec le moins de tribus Siva, donc il y en avait plein tout autour. Est-ce que j'ai eu une seule option? Non, j'en avais plusieurs, donc j'ai dû faire une détermination du territoire. Je regarde ici. Détermination du territoire, j'ai lancé un dé, c'est tombé sur le désert. Est-ce que j'avais qu'une seule option? Non, donc j'ai relancé un dé. Et là, à partir de ce moment-là, je suis obligé d'avoir déterminé au moins un territoire. Donc j'ai déterminé mon territoire, je suis la flèche ici. Ensuite, je détermine la tribu qui va migrer, depuis les terres sauvages, depuis le campement avec un feu, ou sinon depuis n'importe quel campement. Et ensuite, l'action résolue. Et pour la procréation de tout à l'heure, qui a été son premier mouvement, territoire avec au minimum une tribu et un campement libre. Une seule option, oui, j'avais qu'une seule option avec un campement libre, donc l'action a été résolue tout de suite. Voilà, donc quand vous êtes habitué aux actions, vous pourrez aller plus vite en lisant ce diagramme pour être sûr de ne pas oublier d'étapes. Alors Siva a fait une action, c'est de nouveau à moi. Dans mes dés, il me reste le 1, 3, 4 et 6. Alors je décide, pour vous montrer comment ça se passe, l'action de production. Donc j'ai le droit de produire 2 et de lancer un dé pour voir si j'ai la faveur et de rapatrier une de ces ressources sur mon plateau. Par contre, j'ai plus de 5, donc je vais utiliser un marqueur ID pour transformer mon 4 en 5. Et avec ce 5, j'utilise mon dé de 3 et je lance l'action. Alors vous avez vu que sur chaque terrain, vous avez un type de ressource. Et là, je peux en produire 2. Alors je prends 2 marqueurs et je peux en placer un ici et un là, par exemple. Ça signifierait que je produis une de cette ressource-là et une de celle-là, où j'aurais pu très bien mettre les 2 au même endroit. Et donc les marqueurs de notre couleur qu'on retrouve sur nos territoires signifient qu'on a X ressources qui sont en attente. Donc là, j'ai 3 marqueurs pour la ressource cire. Mais il va falloir encore que je les rapatrie sur mon plateau pour pouvoir les utiliser.
Là, je les ai juste produits. Donc mon action me permet de lancer un dé pour voir si je peux rapatrier une ressource sur mon plateau. Je lance et j'ai fait un 1, donc c'est très bien. Alors je décide de prendre un marqueur cire et je place donc sur mon plateau dans la case cire. Mon action est terminée, c'est de nouveau à Civ A. Elle tire une nouvelle carte et là on va devoir jeter un dé. Alors cette carte-là va par-dessus l'ancienne. Vous voyez ici qu'il y a des marqueurs, carré et rond. Donc au bout de plusieurs actions de Civ A, vous allez mettre à chaque fois la nouvelle carte par-dessus, et un peu en décalé comme ça. Et si vous vous retrouvez avec 4 ou plus de carrés et 4 ou plus de ronds rouges, Civ A ne fera pas d'action, mais il fera une réinitialisation. Alors pour l'instant, on n'en a que 2 et 2, donc il peut continuer à jouer. Il va lancer un dé, 5, il a plus 1 en caractéristiques. Donc lors de la mise en place, vous lui avez mis 2 de caractéristiques, et ici je rajoute donc un 3e marqueur. Voilà, donc là c'était une action simple de sa part, elle est terminée, et c'est de nouveau à moi. Il ne me reste plus que 2 dés, le 1 et le 6. Je choisis de faire l'action sommeil, qui me permet d'utiliser 2 dés de n'importe quelle valeur, pour avoir plus 1 en marqueur concentration, ou plus 2 marqueurs ID. J'utilise mes 2 dés, et je vais prendre 2 marqueurs ID. J'ai fini mon action, c'est à Civ A. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Chacun des 3 catégories de points avec les tuiles score dans la zone de décompte finale. Les tuiles score en question, c'est ceux que vous avez placés dans cette zone-là en début de partie. Donc pour moi, j'ai ici la connaissance, l'évolution et la prospérité. Donc il suffit de regarder quel bonus ça lui offre. Donc là, il va évoluer en plus 1 dans la connaissance. Il monte de 1 dans la piste de progrès. Ensuite, on a l'évolution, donc ça lui donne plus 1 marqueur sur son évolution et plus 1 marqueur sur prospérité. Donc je vais mettre des marqueurs sur ces 2 cartes. Ça fait qu'il passe à 4 marqueurs évolution et 3 marqueurs pour la prospérité, symbolisés par un diamant. Son action est terminée, ça va être maintenant à moi. Mais avant que je joue, on va regarder un petit peu cette piste de progrès. Donc là, vous avez vu qu'il a progressé dessus et que cette piste contient des paliers. Concrètement, à chaque fois qu'un palier est dépassé, vous recevez le bonus qui est indiqué ici. Sauf que pour Civ A, il y a une différence. Quand il dépasse un palier, si le palier donne des points de victoire, il les reçoit. Par contre, s'il y a autre chose que des points de victoire, il ne les prend jamais. Donc ça signifie qu'il prendra des points de victoire qu'à partir de 8 dans une colonne. Parce qu'en dessous, il n'y a aucun point de victoire qui peut être donné. Par contre, si moi, par exemple, je dépasse ce palier-là, je vais avoir le droit de choisir d'améliorer un de mes modules de cette couleur-là. Alors si on prend l'exemple du violet, le violet se trouve ici. Il suffit de suivre la petite lignée ici pour voir les 5 modules que je peux éventuellement améliorer si je dépasse ce palier-là. Donc on peut voir le vert, c'est cela, le jaune, c'est ces modules-là, etc. Ensuite, c'est à moi de jouer. Comme on a vu tout à l'heure, je vais faire une réinitialisation. Donc étape A de la réinitialisation, c'est avancer dans la phase d'action. L'étape B, c'est relancer tous les dés que je souhaite relancer. Et étape C, je transforme mon marqueur en nourriture ou en idée. Et ainsi de suite, jusqu'à que le marqueur de la phase d'action, comme j'ai dit tout à l'heure, arrive sur cet emplacement-là. Une fois qu'il est ici, au prochain tour du premier joueur, donc celui qui a le monolithe, une dernière manche d'action s'enclenchera. Et ensuite, on passera à la phase 5, qui est la phase site. Alors avant de passer à cette phase 5, on va revenir sur le plateau. Tout à l'heure, on a parlé de terre sauvage. On va faire un exemple ici. Imaginons cette configuration-là. Si j'effectue une migration avec ma tribu bleue pour aller dans ce secteur-là, je suis obligé de déloger une des tribus qui se trouve sur un campement. Donc je choisis de déloger la tribu du rouge, et du coup le rouge se trouve sur ce qu'on appelle une terre sauvage. Donc la terre sauvage, c'est le fait de rester sur le même territoire, là où vous êtes, sauf que vous êtes en dehors des campements. Et comme j'ai viré une tribu, la mienne est épuisée. Par contre, la tribu qui a été expulsée reste dans son état. Si elle a été affaiblie, elle restera affaiblie. Si elle a été robuste, elle reste debout. C'est toujours la tribu attaquante, on va dire, qui est affaiblie. Et par contre, vous verrez que dans certains cas, Civ A a ses propres règles à ce niveau-là. Par exemple, ici, lors d'une procréation, à la différence des règles normales, si la nouvelle tribu de Civ A, donc suite à la procréation, déplace une tribu de son campement vers les terres sauvages, cette nouvelle tribu n'est pas affaiblie. Par exemple, si Civ A fait une procréation sur un territoire qui est plein, c'est-à-dire dont les campements sont pris, il vire une de ses tribus pour les mettre en terre sauvage, et lui arrive debout. Contrairement à nous, si ce cas-là nous arrivait, parce qu'on peut aussi virer nos propres tribus, nous, on serait arrivé position allongée. Et en passant tout à l'heure, quand Civ A a migré, j'ai oublié de retourner la ressource ici, qui est maintenant visible. Et en passant, si ça avait été moi qui avais migré par exemple sur ce territoire, j'aurais révélé ici la ressource, et j'aurais mis immédiatement
un de mes marqueurs sur le territoire. En gros, ça déclenche une production gratuite. Mais seulement la première fois qu'une tribu vient sur le territoire. Siva, lui, n'a pas de système de ressources, donc c'est pour ça que j'ai pas mis de marqueur. On continue avec la phase site. Alors, la phase site, consultez les 3 types de sites suivants et appliquez leurs effets. Donc là, on n'a révélé aucun site pour l'instant, donc aucun de ces effets ne se déclenche, mais sinon, si vous aviez par exemple la gorge au loup menaçant, c'est moins une nourriture si au moins une tribu est adjacente. Voilà. Civ A. La civilisation de Civ A n'est jamais affectée par les sites phase visible. Cette règle s'applique pour tous les sites, même ceux qui agissent en dehors de cette phase. Donc là, rien ne se passe. On passe à la phase alimentation. Phase 6, alimentation. Nourrir les tribus. Chacune de vos tribus situées sur un campement ou un bateau a besoin de 1 marqueur nourriture. Les tribus dans les terres sauvages, à l'extérieur des campements donc, ont besoin de 2 marqueurs nourriture chacun. Si vous avez une ferme de votre couleur sur un territoire, toutes les tribus de vos campements sur ce même territoire sont automatiquement considérées comme nourries. Alors, j'ai pas construit de ferme. Moi, j'ai 1, 2, 3 tribus à nourrir. Par contre, j'ai que 2 marqueurs nourriture que j'utilise tout de suite. Je nourris ces 2-là, et celui-là, comme j'ai pas pu le nourrir, il passe de robuste à affaibli. Et si lors de l'ère suivante, je ne peux toujours pas le nourrir, cette tribu mourra. Et ensuite, on peut voir ici que je gagne 1 point de victoire par tribu robuste. Il m'en reste 2, donc je gagne 2 points de victoire. Pour Civ A, on va lire ici. Réalisez d'abord une action de provision pour Civ A. Je regarde le diagramme de provision. Territoire avec le moins de provision et le plus de tribus Civ A. Est-ce que j'ai qu'une seule option? Donc oui, j'ai qu'une seule option. Territoire avec le moins de provision. Donc c'est celui-là, c'est le désert. Donc je vais mettre tout de suite un marqueur provision dessus. Ces marqueurs à lui, on les place couchés pour signifier qu'il a une provision de ce territoire-là. Alors, c'est pas considéré comme une nourriture. C'est-à-dire que là, ça va le nourrir, mais elle ne disparaîtra pas. Elle sera réutilisée lors des aires suivantes. Voilà, donc ensuite, vous lisez si vous avez d'autres cas plus complexes que ce que j'ai là. Par exemple, pour mon cas, moi, chaque provision nourrit une tribu à lui. Donc ici, il est nourri, ici aussi, et ici aussi. Là, il n'y a pas de problème. Sur un territoire, il peut avoir jusqu'à 2 provisions. S'il a 2 provisions sur un territoire, il nous empêche de construire une ferme. Et pour rappel, l'emplacement de construction de la ferme, c'est ce petit carré-là. Lui, s'il en a 2, impossible de construire une ferme dessus. Et par contre, tous les territoires où il a 2 provisions, toutes les tribus de Civ A sur des campements sont nourries, plus une tribu supplémentaire dans les terres sauvages. Voilà, et comme moi, il gagne aussi 1 point de victoire par tribu robuste. Il y en a 3, 1, 2, 3. On passe maintenant à la phase 7, qui est décrite ici. Déplacer l'indicateur météo et résoudre le dernier effet atteint. Donc, comme on a dit en début de vidéo, ici, on bouge le curseur de 2 vers le haut. 1, 2. On est en canicule. Donc, soit je perds 1 de nourriture, soit je perds une tribu. Comme j'ai plus de nourriture, je suis obligé de faire mourir une tribu. Donc, je choisis celle-là. Et l'effet est résolu. Siva n'est jamais affecté par les effets de météo. Donc là, il fait rien du tout. Ensuite, on résout l'événement de la carte. La civilisation en tête sur la piste prestige reçoit 6 points de victoire et 3 d'argent. Là, il y a égalité. On est tous les deux à 0 avec Siva. Donc je ne reçois pas ce bonus. Là non plus, Siva ne reçoit rien du tout. Et là, pareil, Siva n'est pas affecté par les effets de carte. C'est-à-dire que même s'il avait été premier sur cette piste, il n'aurait pas reçu de bonus. Ensuite, marquez les points des catégories de l'ère en cours et retirez ensuite les Tullscore. Les catégories de l'ère en cours sont ici. Donc là, la catégorie, c'est la piste culture, x 5. Ça signifie que moi ou Siva, on reçoit 5 points de victoire par niveau de culture. Donc là, on est tous les deux à 0, donc personne ne reçoit rien. Mais si j'avais été à 5, j'aurais reçu 25 points de victoire. Une fois qu'on a fait cette étape, ce marqueur est défaussé. Et ensuite, la civilisation qui a marqué le plus de points de victoire dans cette catégorie devient le premier joueur. Donc on va imaginer que Siva a marqué le plus de points. Donc c'est lui qui va récupérer le marqueur du premier joueur. Et la phase d'événement est terminée. On passe maintenant à la dernière phase, la phase de revenu. On a juste à lire ce qui se trouve ici. Recevoir le revenu des puces revenus. Alors en début de partie, vous avez la puce de revenu de départ. Moi, c'était celle-là. Ce qui signifie que je peux bouger un marqueur caractéristique pour le transformer en autre chose. Donc si j'ai un marqueur dans l'intelligence, je peux très bien le transformer en sérénité ou dextérité. Alors en début de partie, de toute façon, on n'a qu'une tuile revenu. Donc vous faites pareil pour vos autres revenus, vous voulez les exécuter ou pas. Et vous pouvez choisir ici, soit de choisir cet effet, soit d'avoir un point de victoire. Donc dans mon cas, j'ai plus d'autres puces revenus, donc je passe maintenant à la partie B,
le point des statuts. Donc le statut, c'est un type de construction. Donc là, ni lui ni moi, on a construit de statut. Ensuite, retirer tous les jetons chasse du continent. Donc la personne a utilisé d'action de chasse. Et ensuite, ajouter de nouveaux marqueurs dans les colonnes de réinitialisation. Donc les colonnes de réinitialisation, c'est ce qu'on voit ici. Vous remettez ici donc des nouveaux marqueurs. Voilà, et vous faites comme ça 4 R. Et ensuite, vous passez au décompte final. Le décompte final, c'est très simple. Vous prenez le marqueur de phase, vous commencez ici, et pour chaque civilisation, vous gagnez des points de victoire, etc., jusqu'à arriver tout au bout. Une petite chose pour ce qui est de la prospérité, donc le petit symbole de diamant, on en retrouve un peu partout sur le plateau. Pour le compter, il va falloir regarder la nourriture. Vous avez en votre possession un symbole de prospérité pour chaque 3 nourritures que vous avez, ici pour chaque 2 argent, et ici pour des ressources au-dessus et en dessous. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez une huile et un marqueur de cire, vous avez déverrouillé les 2 symboles ici. Et en plus, si vous avez un bois, vous avez déverrouillé celui-là, quel que soit le nombre de ressources que vous avez. Il suffit d'en avoir juste une, ici et ici, pour débloquer ce qui est au milieu. Et pareil pour toutes les colonnes. Et la dernière source de prospérité, c'est les colonies. À chaque fois que vous allez en construire, vous allez libérer ces cases-là, qui vont permettre de révéler des nouvelles icônes de prospérité. Lors de la partie, vous pourrez aussi construire des bateaux sur des territoires de mer. Chaque bateau arrive avec une ressource dessus, et au moment où vous construisez le bateau, vous pouvez décider d'y déposer une de vos tribus adjacentes. Lorsque vous faites l'action de production, si votre bateau n'a pas encore de marqueur ressources, vous le mettez ici, et si vous effectuez une action de ramassage, vous prenez ce marqueur, et il sera du type de ressource d'un des territoires adjacents à la mer. Ici, c'est soit cette ressource-là, soit celle-là. Le désert est aussi adjacent, mais la ressource n'a pas encore été découverte, donc on ne peut pas la sélectionner. Chaque bateau ne peut accueillir que 2 tribus. Vous pouvez aussi exécuter une action de chasse depuis un bateau, et vous pouvez aussi utiliser vos bateaux pour des actions de migration. Ma tribu peut très bien migrer d'ici sur son bateau, et du bateau à ce territoire. Lors de la partie, si une tribu doit mourir, vous pouvez encore la sauver en utilisant un point de faveur. À tout moment, je peux donc déclencher Deus Ex Machina, ce qui me permet de perdre 1 sur la piste des faveurs pour sauver une tribu de la mort. Bien évidemment, si mon marqueur est au premier niveau, je ne peux pas utiliser Deus Ex Machina. J'espère vous avoir donné assez d'explications pour ressortir le jeu. Si jamais vous avez détecté une erreur de règle lors de la vidéo, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire. Un errata sera ajouté dans la description de la vidéo et une mise à jour de l'aide de jeu sera faite si besoin.